Juste avant de commencer sur le sujet du jour, je vais juste dire 2 mots sur, cette série de conférences qu'on démarre, maintenant. Le but c'est de parler, ensemble de techniques de slackline, différentes, donc plutôt sur le thème de sécurité, de rigging, mais ça peut être, tout un tas d'autres choses. Il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on s'autorise à discuter. On a mis en ligne un formulaire que les gens peuvent remplir pour, s'ils veulent, soit proposer un sujet, parler d'un sujet ou poser des questions ou demander si quelqu'un serait prêt à parler d'un sujet qui les intéresse, ou tout simplement s'inscrire pour, être dans la liste de diffusion, heu, quand on fait des conférences. Voilà, je vais donc faire la première de ces conférences aujourd'hui et on essaiera d'en faire à peu près une fois par mois. Heu En essayant d'être régulier et de faire ça au mieux qu'on peut. Tout le monde voit mon écran, je vérifie avant, avant que vous avez pu ouvrir le stream. Répondez-moi dans le... Ouais, c'est bon, très bien. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de parler de quelques sujets en lien avec les standards de sécurité de l'ISA. Donc l'ISA, l'Association internationale de Slackline, dont est membre l'Association française de Slackline. Et l'ISA, ça fait depuis 2015 que ça existe, donc on est à 10 ans d'existence, on va fêter ça cet été. Et les standards de sécurité de l'ISA, donc c'est quelque chose qui, pour les personnes qui sont dedans, est très concret. Pour les personnes à l'extérieur, il y en a qui se demandent à quoi ça sert, il y en a qui se demandent comment c'est défini. Je vais essayer d'en parler un peu aujourd'hui. Déjà, où est-ce qu'on peut trouver les standards? Donc sur le site de l'ISA, on ira y faire un tour juste après. À savoir qu'il y a un premier standard qui s'appelle ISA 21 Highline System Standard, donc ils ont chacun un numéro qui est défini un peu au hasard, hein. On ne sait pas trop d'où le 37 il vient par exemple. Le Highline System Standard, c'est plus de celui-là dont je vais parler aujourd'hui, et les autres standards, c'est des standards plus techniques sur comment tester et valider l'utilisation d'un banana par exemple, d'un leash, d'un dispositif pour accrocher la sangle, d'une sangle de highline. Donc pour l'instant on est plutôt sur le domaine de la highline. Après la ASA s'intéresse aussi à ce qui est de la trickline, et d'autres modes de pratique de la slackline, mais il se trouve que les personnes qui étaient dans la ASA sont plus connaisseurs de la highline, et on n'est pas trop, on cherche des gens pour pour bosser sur les différentes parties. Donc oui, les standards là, ils sont généralement payants, sauf pour les fabricants partenaires. Donc ça, c'est ceux qui décident de nous rejoindre donc ça va être les fabricants qui décident de nous rejoindre dans le développement de ces standards. Et ben eux, ils les ont parce que ils donnent leur avis au fur et à mesure, et puis ils payent chaque année pour être dans les comités de développement. Donc je vais aller voir ce qui se passe sur le site de l'ISA. Là je suis direct allé sur la page Gear Standard, et on trouve différentes informations sur comment est-ce que les choses sont testées, quels sont les types de standards qu'on a, mais surtout comment obtenir les standards. Et en vrai, donc on va aller sur cette page là. Ici on voit le Highline System Standard que j'ai ouvert dans un autre onglet, et les autres standards qu'on peut acheter. Donc pour l'instant il y a ceux-là. Celui-là, donc ça c'est le Highline System Standard, et c'est celui qu'on va décortiquer aujourd'hui ensemble. Mais avant ça, on va juste rapidement faire un petit tour, une petite explication sur à quoi servent les autres standards qui sont ici. Et pour ça, je reviens sur la présentation. Donc on a des standards de leash, de banana, de sangle et de grip. Et en fait, ces standards, ils servent notamment à définir le matériel, les différentes manières de tester le matériel. Pour savoir comment est-ce qu'on fait pour tester du matériel, il faut faire des tests en amont en fait.
Donc par exemple, vous avez peut-être entendu parler du fait qu'on teste les sangles pour savoir la résistance aux UV. En fait, tout ça, c'est du travail qu'on fait en amont avec l'ISA pour ensuite avoir une base solide pour dire, ben, en fait, si on définit notre standard, on demande telle résistance au début pour tel sangle, pour tel matériau, on va pouvoir garantir en quelque sorte une période d'utilisation et une sécurité. Dans les standards aussi, on vérifie que les tests sont les mêmes pour tout le monde et pour tous les fabricants de slackline. Donc il y avait un exemple particulier, c'est quand vous installez une sangle dans un banana, ça ressemble à peu près à cette image là, normalement, si vous faites ça comme moi. Enfin après il y a les double wraps et tout. Mais en fait, pour tester la résistance d'un banana, si on tire juste sur la sangle, bah, c'est la sangle qui va casser typiquement avant que le banana y casse en général. Donc comment on fait pour tester la résistance de la sangle? Bah, il y a des fabricants par le passé qui faisaient juste comme ça, ils mettaient une grosse élingue autour du truc central et ils tiraient. Mais ça tire pas du tout de la même manière, ça ne donne pas les mêmes résultats de résistance que tirer dans la configuration où on met réellement la sangle. Et donc il y avait des bananas qui étaient annoncés pour 50 kN, alors qu'en fait quand on tirait avec une sangle plus résistante, donc on a spécialement développé des sangles qui tenaient 100 kN, et ben en fait le banana il cassait à la moitié de la résistance annoncée. Voilà, donc tout ça pour dire que les standards, on essaie le but c'est de faire en sorte que quand on a des produits de slackline, quand on achète des produits, ensuite on soit en sécurité quand on les utilise. Enfin, dans la mesure où on les utilise bien, et ça c'est ce que le Highline System Standard cherche à faire. Donc là, j'ai mis une capture, une copie de ce qu'il y a dans les premiers paragraphes du Highline System Standard, et vous inquiétez pas, c'est comme ça tout le long, c'est un paquet indigeste de texte. Donc on va essayer de le décortiquer ensemble. La première ligne, en fait, elle est très intéressante. Ça définit un système de... Qu'est-ce que le système de Highline? Bon, oui, déjà, je vais le dire, c'est écrit en anglais parce que c'est la langue de base. Il y a beaucoup de trucs internationaux qui sont faits en anglais à la base, et c'est la langue que tout le monde utilise. Maintenant, ces documents, on en a traduit certains en français, on a traduit des anciennes versions, dans d'autres langues aussi, mais en français notamment. Et le problème, c'est que tenir à jour les traductions plus la version en anglais, c'est beaucoup de boulot, donc en fait les traductions elles sont restées en retard. Mais bon, du coup, si vous comprenez l'anglais c'est très bien, sinon je vais traduire un petit peu et expliquer ce qui se passe à l'oral. Donc, le standard définit ce qu'est un système de Highline, les composants, les dimensions et les forces. En fait ça sert à dire qu'est-ce que c'est qu'une highline en général, et c'est plutôt c'est beaucoup de... Dans le standard, il y a beaucoup de textes pour dire des choses que pour les highliners, ça paraît très, très normal. Genre, qu'est-ce qu'un leash fall? On sait tous ce qu'est un leash fall, on sait tous que c'est la sangle de backup, mais pour expliquer ça, en fait, le document, il sert à expliquer tout ça à un ingénieur pour lequel, par exemple, on devrait installer une highline pour un spectacle. Et le standard il permet de dire ça dans des termes que les ingénieurs comprennent. Voilà, et notamment ça a été réutilisé. Enfin juste pour te donner une idée à quel point ce standard il est important. Le standard, il y a des parties du standard qui ont été utilisées dans un arrêté préfectoral qui définit ce que c'est la highline pour... je crois que c'est en PACA. Enfin, non, je sais que c'est en... je suis sûr que c'est en PACA, mais je sais plus quel département. Donc, voilà, ce que je disais juste avant, c'est que le deuxième petit paragraphe, on peut utiliser la highline dans un cadre très large selon ses standards. Spectacle, compétition, cours ou stage, festival, et puis plein d'autres choses, notamment la pratique pour nous-mêmes, par exemple. Le deuxième petit paragraphe, il faut riguer de sorte à ne pas excéder 12 kN dans la main et 8 kN dans le backup fall. Ça c'est ce qui est écrit autour de... Mince. Là où je tourne ma souris.
Et en fait, ça on se dit, mais ça veut dire que toute highline on n'aura jamais plus de 12 kN? Non, en fait ça, ce qui est écrit dans le standard, ça veut dire quand on installe une highline, il faudrait faire en sorte qu'on ne dépasse pas ces valeurs-là. Et ça, c'est des raisons, c'est pour des raisons de facteurs de sécurité. Si on a une sangle qui, on l'espère, tient 24 kN, et ben 12 kN ça nous fait pas un très gros ratio. Après on a le backup, donc on est plus safe. Si l'ancrage il tient 48 kN, on a quand même un facteur de sécurité de 4. C'est pas énorme un facteur de sécurité de 4, mais on a toujours aussi le fait qu'on a un backup. Donc ça c'est la responsabilité de l'installateur de garantir les coefficients de sécurité. Ça veut dire notamment pas riguer une ligne de 25 mètres avec un backup en dynéma, avec beaucoup de mou dans le backup en dynéma, parce que dans ce cas sur une chute la force d'impact serait énorme. Par exemple, donc utiliser un setup splitté, utiliser des sangles adaptées à la longueur qu'on veut installer. Il y a une partie du texte qui dit qu'on peut utiliser du matériel industriel ou du matériel qui vient du monde de l'escalade dans les highlines. Enfin, le fait de le dire comme ça, en fait, ça dit qu'il y a un organisme international qui reconnaît le fait que tout le matériel de highline n'est pas spécifiquement produit pour la highline à la base, donc notamment les élingues qu'on utilise en ancrage, ou les points d'escalade sur les falaises. Enfin, on met nos propres points, mais c'est quand même des points qui sont à la base fabriqués pour de l'escalade et pas non plus des points pas des points qui ont été fabriqués en disant on va installer de la highline dessus. Donc dire qu'on peut les utiliser, vu que c'est dit dans ce document qu'on peut les utiliser, il y a des endroits où c'est plus détaillé, mais là c'est déjà dit, ça permet de dire qu'on peut utiliser ces choses-là dans un cadre professionnel par exemple. Et donc là, il y avait le paragraphe 1.4 sur le matériel industriel, le paragraphe 1.5 sur les matériels d'escalade. Et par exemple aussi en matériel d'escalade, ben, le leash, il y a une corde d'escalade dedans. Et c'est comme ça que c'est défini dans le standard, en plus d'autres tests possibles. Et le dernier petit paragraphe, les highlines sont des installations temporaires. Et donc ça permet de dire qu'en fait on échappe notamment aux règles que les parcours accrobranches ont, qui sont très contraignantes et qui ne pourraient juste pas s'appliquer dans notre pratique. Alors, juste avant de passer au décortiquage de ce schéma, ça c'est genre page 4 du standard, et ben je vais vous montrer quelque chose, parce que j'en parlais juste avant. Donc ici on a un arrêté préfectoral des Alpes-Maritimes. Comment on fait pour zoomer? Ah c'est là. Et cet arrêté préfectoral, bon il y a tout le blabla technique là. Au sens du présent arrêté, la highline est une pratique sportive. Voilà, ça parle de la highline. On a un arrêté préfectoral qui parle de la highline, qui définit ce que c'est que la highline, et qui définit à quels endroits c'est autorisé et interdit. Et là où ça rejoint le standard que je présente aujourd'hui, c'est que notamment, en fait il y a plein de trucs sur... Oui, bon, déjà, voilà, ils ont réutilisé notre schéma, sans nous demander, mais bon, c'est pas grave, ils l'ont utilisé, avec à peu près les bons trucs. C'est une ancienne version du schéma, on n'a pas la dernière version, ici, parce que l'arrêté préfectoral, il évolue pas, alors que nos standards, ils évoluent assez régulièrement. Et voilà, il y a toute une partie de choses qui sont... il faut des goujons de 12 mm avec 4 points de chaque côté, 3 points plus un point de secours, résistance de 40 kN. Alors, des goujons qui résistent 40 kN, c'est quand même des gros goujons, hein, c'est pas n'importe quel truc qu'on... Voilà, souvent la plaquette elle va lâcher avant. Et ils disent que la ligne de backup de secours doit être installée avec la ligne principale, et que c'est une corde, forcément. Je sais plus où c'est exactement, mais ils marquent que... Voilà. Et en gros, ils ont repris une bonne partie des standards écrits par l'ISA, mais avec tout un paquet de choses qui
tout un paquet de choses qui sont pas tout à fait ce qu'on voudrait en tant que eyeliner. Bon, il y a une mention du SpaceNet, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, tout ça, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a un intérêt à définir ces standards parce que c'est réutilisé par des trucs officiels et que ça peut notamment réglementer comment on fait de la slackline et de la highline. Donc, ouais, je pourrais revenir à ça, mais je pense que je vais aller voir le document Gear Standard, il est là. Donc, là, le truc que je vous ai expliqué tout à l'heure, et ensuite là, il y a la partie 2, la définition d'un système de highline. Donc, tout ce texte-là, c'est des choses que vous connaissez, normalement, si vous faites de la highline. Donc, par exemple... et juste après, il y a le schéma avec toutes les différents trucs auxquels on a pu penser, ou il y a peut-être des choses qu'on a manqué dans la définition du système de highline. Bon, par exemple, nous on n'a pas défini un SpaceNet en highline. Mais il y a toute possibilité d'ancrage, il y a la signalisation qui est potentiellement accrochée, il y a aussi le fait que, je sais plus où c'est là, c'est peut-être pas forcément dans le schéma, mais c'est écrit quelque part ailleurs, qu'on peut avoir une ligne au-dessus pour notamment aider les débutants par exemple. Voilà. Et donc tout ça, chaque élément, on définit qu'est-ce qu'on peut utiliser pour ça ou pas. Et donc là par exemple vous voyez pour la main, donc la sangle principale, donc ça c'est la partie de la highline sur laquelle on marche, on se tient en équilibre, on joue, on fait des trucs. Et ça c'est une sangle qui doit être selon ISA 41, donc ça c'est selon le standard ISA 41, qui est donc le standard pour les sangles de highline. Bon, je sais que pour l'instant c'est pas toutes les sangles qu'on utilise en highline, loin de là, qui sont certifiées, mais on s'approche. On a de plus en plus de fabricants qui rejoignent ça, parce qu'ils se disent qu'il y a des avantages pour eux aussi, notamment en termes de responsabilité. En gros, s'ils suivent les standards, ça veut dire qu'en fait ils ont fait tester leur matériel par un labo indépendant, et si un labo indépendant a validé, et selon un standard que c'est pas eux qui ont écrit mais que c'est l'ISA qui a écrit, s'il y a un problème avec leur sangle après, c'est plutôt de la faute du standard, et donc ça les dédouane un peu dans la plupart des cas. Enfin pour l'instant on n'a pas eu de cas où une sangle a cassé sans explication de mauvais rigging ou quoi, mais ça peut arriver. Enfin, on n'a pas eu ça pour des sangles qui ont été certifiées, en tout cas. Donc voilà, je vais pas vous lire tout ce qu'il y a écrit là parce que c'est chiant comme la pluie. Mais on va plutôt regarder les dessins, si ça vous va. Bon, là il y a l'installation temporaire avec notamment le numéro 20, c'est la poulie, donc le hangover ou le Rolex ou autre poulie. Le line grip ou snatch ou je sais pas quoi, une autre poulie pour tendre, donc ça c'est l'installation pendant de la tension. Et voilà, donc tout ça, normalement, vous avez déjà vu ça quelque part, donc padding, on explique même ce que c'est le padding. Il y a la structure de redirection, on en parlera plus tard, donc ça peut être un A-frame ou une déviation, pour éviter que la ligne, ou pour faire en sorte que la ligne elle parte au bon endroit, pour éviter qu'elle frotte sur quelque chose. Je sais plus dans quel sens j'avais prévu de présenter ça. Ah oui, ici, on va faire le tour de... On va juste passer à travers le document sans lire tous les détails parce que, encore une fois, c'est chiant. Et encore une fois, normalement, tout le monde... Enfin, c'est quelque chose que si on se dit « Ah, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans », en fait, on peut le comprendre en mettant un peu d'effort. Mais c'est juste que de savoir où est-ce que c'est, dans quel ordre c'est ce que j'essaie de vous présenter aujourd'hui. Ok, donc là on va parler là il y a une partie sur les dimensions. Les dimensions c'est tout ce dont on parle quand on dit on est à tant de mètres du sol, il y a tant de flèches, et tout ça, voilà, c'est avec dans ce document, encore une fois, si on veut expliquer à un stade, nous on installe, du coup il y aura tant de flèches, et ils nous disent qu'est-ce que c'est la flèche, on peut les référer à ce document pour que tout le monde parle de la même chose. Ensuite, il y a les forces, et là, les forces, c'est un peu plus complexe,
parce qu'il y a les forces statiques, il y a les forces lors d'un choc, il y a les forces lors du backup fall, il y a les forces lors de la tension par exemple. Et donc ça c'est tous les noms de... Enfin, si vous avez un document technique à faire, bah ça peut être pas mal d'utiliser les noms ici. Bon là pour l'instant ils sont en anglais, il faudrait traduire le document en français, mais si on utilise les noms qui sont ici, bon, et qu'on donne ce document là à d'autres personnes, bah on est d'accord, on va parler des mêmes choses. Donc par exemple quand on parle de la tension dans la sangle, est-ce qu'on parle de la tension de la sangle quand il y a quelqu'un qui marche dessus, ou quand on vient de l'attendre, ou quand il y a une chute? Voilà, tout ça c'est important, il faut le définir, et comme on le disait tout à l'heure, on essaye de ne pas avoir plus de 8 kN de 12 kN dans la mainline et de 8 kN dans la backup. Voilà, et donc là on a les forces lors du backup, la force lorsque un ancrage, une partie de l'ancrage est cassée, donc par exemple ça peut être coupé par un caillou. Voilà. Maintenant, il y a à ce standard pas mal d'appendices, et pour moi c'est en fait c'est là qu'on trouve les choses, c'est ces tableaux-là qui résument bien certaines choses et sur lesquels les eyeliners vont plutôt trouver des informations qui vont les intéresser. Donc, ce premier tableau, ça dit la mainline. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour la mainline? Pour la mainline, on peut utiliser seulement des sangles de highline, donc sangles certifiées ISA 41. Je sais que c'est pas encore quelque chose qui est appliqué partout, parce que bien sûr on n'a pas toutes les sangles et pas tous les fabricants qui font des sangles certifiées, mais un standard, on peut pas dire oui mais ça va quand même si vous faites des sangles qui sont assez solides. Non, le standard, ça parle d'autres standards, et notamment les standards pour le matériel. Et donc il y a donc le tableau, il y a les différents éléments, les standards qui correspondent, et d'autres trucs potentiellement, donc par exemple EN-UIAA, donc bon là, pour le backup par exemple on peut utiliser des cordes, donc ça va être corde statique ou corde dynamique, je sais plus lequel est lequel, mais c'est en gros c'est ça. On peut pas utiliser des sangles d'escalade, ça on marque que c'est pas autorisé, parce que les sangles d'escalade ne sont pas faites pour ce genre de choses. Les connexions intermittentes, donc bon ça on en parlera après, j'ai une petite partie sur les connexions. Et le leash, donc ça il y a son propre standard. La corde pour le leash, il y a son propre standard, ou possibilité d'utiliser une corde d'escalade. Et puis voilà, tous les matériels d'ancrage, donc on dit ISA 53, donc on a un standard qui est en cours de... Enfin il n'est pas encore prêt, mais il est bien avancé, en fait c'est pas très compliqué de dire une élingue ça doit résister tant, et le test il est assez simple. Mais on autorise aussi n'importe quelle sangle industrielle avec une charge de travail de 1 tonne ou plus. Et puis tout un paquet d'autres choses, donc corde d'escalade, toujours. Voilà, donc ça, c'est si vous avez du matériel et que vous voulez justifier que vous pouvez l'utiliser pour faire votre ancrage par exemple, vous pouvez voir s'il est dans cette liste-là. Ensuite, là on a la partie où on va passer peut-être un poil plus de temps, enfin pas tant que ça directement, mais au fur et à mesure. Les forces, les charges de rupture recommandées pour chaque pièce du truc. Donc la sangle principale, si elle est certifiée ISA 41, alors elle a forcément la charge de rupture qui est indiquée sur le côté. Donc sur cette charge de rupture, il y a différents types de sangles, donc selon que ce soit des sangles, en fait on a des sangles qui sont à 40 kN, et ça va être des sangles en dynéma ou en polyester ultra solide, sangles à 30 kN, et ça descend jusqu'à 22 kN pour des sangles en nylon, parce qu'on veut des sangles où il y a du stretch, dans les cas où on est une plus faible charge de rupture. Et avec toujours une certaine résistance pour la boucle cousue qui va avec, Soon Loop, boucle cousue, et donc là on veut, en général c'est dans les 80% de la résistance de la sangle principale. La sangle backup, c'est la même chose pour l'instant. On est en train de travailler sur quelque chose où on pourrait garantir des systèmes où le main et le backup sont cousus et toujours utilisés de la même manière, et que du coup
Si par exemple on a un système splitté avec du dynéma très élastique de chaque côté, peut-être que la sangle de backup peut être en polyester un peu moins ultra solide. Enfin c'est une demande à la fois des fabricants parce qu'ils veulent produire quelque chose que les eyeliners en freestyle utilisent, et à la fois des eyeliners en freestyle parce que ils veulent avoir des systèmes plus légers, plus performants pour faire des tricks toujours plus débiles. Voilà. Bon, les connexions, machin, les anneaux de leash, la corde pour le leash, voilà, on a une résistance de 24 kN demandée, et à savoir que les anneaux de leash, s'ils sont certifiés pour être utilisés en simple anneau, donc sans avoir le doublé, et ben ils doivent tous être testés individuellement jusqu'à 6 kN. Donc normalement si vous avez une chute qui met 6 kN dans l'anneau, vous avez mal au dos, ou très très mal au dos, oui. Donc on a les forces là. Maintenant les forces où j'avais envie de parler, le truc dont j'avais envie de parler, c'est par exemple là tout ce qui est ancrage. Donc on demande pour le master point qui est une résistance de 48 kN dans la configuration d'utilisation. Donc si on a une sangle si on prend de la corde d'escalade par exemple et qu'on fait un BFK, eh ben il faut avoir un certain nombre de brins pour qu'on arrive à ces 48 kN. Secondary Anchor Material, là on a 24 kN qu'on demande. 24 kN, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se demande de faire en sorte que quand on coupe, enfin que quand il y a une partie du matériel d'ancrage principal qui est cassé, donc par exemple l'élingue de l'ancrage qui est cassé, et ben il faut que le backup il tienne au moins 24 kN. Ça, c'est ce qui est plus ou moins, enfin c'est ce qui est recommandé par ce standard, et que si on veut riguer en disant qu'on rigue selon le standard, il faut utiliser ça. Donc ça veut dire que par exemple, on va faire plein d'exemples. Alors voilà, j'ai une série de photos d'exemples. Donc on commence avec ceci. Ça, c'est un BFK. BFK, trois brins, avec chacun double 2 cordes. Si on évalue la résistance de tout ça, en se disant que la corde avec le nœud elle tient peut-être une tonne, on a 6 brins de corde, donc ça fait 6 tonnes. On peut se dire qu'on est au-dessus de 48 kN. Bon, le A-frame et tout ça, on en parlera peut-être plus tard, si on a le temps, ça commence déjà à avancer le temps. Maintenant, on est au-dessus des 48 kN si on a... avec ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on coupe un morceau? Si on coupe un brin, ou s'il y a un point qui casse, on se retrouve encore sur 4 brins de corde, donc on peut se dire à peu près 40 kN, ce qui est bien au-dessus des 24. Donc ça, c'est validé en tant qu'ancrage. Et donc un BFK, voilà, on peut se dire, alors qu'est-ce qui se passe si je coupe exactement au niveau du nœud? En vrai, avant de couper tout le nœud, il va falloir couper chaque brin un par un, et ça c'est considéré quand même comme un truc redondant, et qui du coup tient au moins 24 kN après qu'on ait coupé un morceau. Ensuite, maintenant si on a un ancrage dans lequel il n'y aurait par exemple que, donc là on le voit pas très bien, mais normalement il y a 4 grosses boucles de cordes à l'avant. Si on avait que 2 boucles de cordes à l'avant, on n'aurait pas assez de résistance, par exemple. Prochain ancrage, un autre BFK, je l'ai mis parce que la ligne est jolie. Mais c'est le même principe, c'est un BFK. Là, on a un truc un peu plus complexe. On a un ancrage principal, donc la tension elle est sur une élingue. Et on a de la corde en backup. Et en fait là, ici, il faut faire, quand on veut voir si un tel ancrage satisfait les règles du standard ISA, et il faut voir qu'est-ce qui se passe, si on coupe ou si on casse, ou s'il y a une pièce qui a une défaillance. Donc une pièce qui a une défaillance, ça peut être un maillon. Si ce maillon il a une défaillance, qu'est-ce qui se passe? Donc l'élingue elle sert, enfin il va y avoir une extension, on peut considérer que l'élingue ne sert plus à rien dans ce cas-là, parce qu'on va être retenu par la corde, on va être retenu par la corde avec un nœud là, un brin là, un autre brin là, et un troisième brin ici. Donc en fait là on est largement au-dessus des 24 kN, on a 3 brins de corde, on peut dire 3 tonnes. Voilà, c'est des estimations grosso modo, mais c'est plus ou moins comme ça qu'on fonctionne.
Donc là, si on coupe les lingues, bah, même chose, on se retrouve sur 3 points avec 3 brins de corde. Si on coupe la corde, bah, on est toujours sur les lingues, donc il n'y a pas de souci. Et si on enlève n'importe lequel des autres points, on est toujours sur... Enfin, on est... Ah oui, non, si on enlève ce point, en fait, pardon, j'ai dit n'importe quoi tout à l'heure, on se retrouve avec la corde sur... Celui-là, il est pas, donc on se retrouve avec un brin de corde et puis un deuxième brin de corde. Donc, 2 brins de corde, bah là, ça dépend. Voilà, sur différentes expériences, ça peut varier, mais dans un nœud, une bonne corde de stat plus ou moins neuve, ça tient quand même. J'ai dit 10 kN, mais c'était une grosse. En général, c'est un peu plus. Et donc, on arrive sans doute à 24 kN. Mais voilà, ça c'est du à peu près. Vaut mieux avoir au moins 3 brins de corde qui restent dans n'importe quelle configuration. Un autre cas, alors là, il y a au moins 3 brins de corde qui restent dans n'importe quelle configuration, parce qu'on a une élingue, et puis ensuite on a un BFK en backup. Et le BFK déjà par lui-même il est suffisant. Donc voilà, là on est tranquille. Mais ça fait un peu un gros nœud quand même. Ça utilise beaucoup plus de cordes. Un cas où par contre là c'est pas suffisant, parce qu'on a une élingue qui a une charge d'utilisation de 1 tonne, mais une charge de rupture qui est bien au-delà des 4 tonnes 8. Par contre, en backup, on a juste un seul brin de corde. Donc ici, on en voit 2, mais en fait, il est juste scotché et il n'y a qu'un seul brin de corde qui va jusqu'à l'ancrage. Donc ça, c'est pas suffisant selon les standards. Et au-delà de pas être suffisant, faut se dire, si jamais il y a l'élingue qui est coupée, on sait pas trop par quoi, mais là, il y a des cailloux autour, ça peut être par un caillou, ça veut dire qu'il y a une chute potentiellement violente, ça veut dire que potentiellement, il faut aller faire un secours. Moi, en ce qui me concerne, j'ai pas vraiment envie de devoir aller faire un secours sur une ligne qui est tenue par un seul brin de corde. À être 2 sur la ligne dans une situation d'urgence avec une ligne qui est tenue par un seul brin de corde, ça me plaît pas. Donc c'est pour ça que 2 brins de corde, c'est aussi bien à se dire pour toi, si jamais tu dois faire des secours. Voilà un autre exemple, bon on va pas analyser celle-là, on a déjà dit ce qu'il y avait à dire, le fait qu'il y ait 2 brins de corde, mais que si jamais c'est ce côté-là qui lâche, et ben potentiellement on se retrouve sur un seul brin de corde finalement, parce qu'il y a qu'un seul, parce que voilà, si jamais les pires des cas, c'est très souvent un point lâche, ou alors la manie du master point lâche, mais ça en général on a une manie pour le main et une manie pour le backup, donc c'est pas les mêmes problématiques. Un exemple, je vais zoomer un peu sur celui-là parce qu'il est compliqué à comprendre sinon. On a, voilà, donc là il y a le banana et sans doute le backup qui est accroché. On a un paquet de cordes là qui est accroché à une manie sur une triangulation. Et qu'est-ce qui backup tout ça? En fait c'est juste ce brin de corde là. Donc autant dire que voilà, donc toutes ces photos, c'est des photos d'ancrage que j'ai rencontrées dans la nature, à des festivals ou autres. Quand j'ai vu cet ancrage là, j'ai eu envie de le refaire. Donc j'ai utilisé le râpe de corde qui servait de main courante pour faire un deuxième backup. En plus, il y a le maillon, le mousqueton, il est pas sur la main, il est sur le backup, c'est moins grave, et puis parce que ça devrait être chargé seulement une fois, alors que la main c'est chargé à répétition. Ah ça je l'ai pas assez dit. Dans le standard, on évite d'avoir on interdit d'avoir des mousquetons qui sont chargés par la ligne, sauf dans le cas d'un backup, parce qu'en fait, des mousquetons, ça bouge. Un maillon, quand c'est vissé, il y a l'élasticité du métal, mais il n'y a pas de mouvement en soi. Alors qu'un mousqueton, en fait, il y a un petit gap au niveau de la fermeture du mousqueton qui fait que le mousqueton il va flexer un tout petit peu. Et en fait, le truc, c'est que la highline, c'est un système dynamique, et c'est quelque chose qui flexe à mesure. Et ça le fragilise. J'ai une question. Dans les exemples sur les élingues, si on supprime un point d'ancrage, tu dis qu'on n'est plus que sur le backup cord, mais on ne garde pas les autres points où passent les lingues. Alors, oui. C'est vrai on fait des trucs en sliding X, comme on dit, ou en triangulation, en se disant que s'il y a un point qui lâche, en fait, il y a tout qui va glisser, mais ça va rester dans les lingues. Alors effectivement, mais c'est quand même bien d'avoir... Enfin oui, s'il y a un point qui lâche, effectivement, on est dans la configuration,
encore on est encore dans les lingues, donc en fait on a un deuxième backup de notre corde, mais normalement c'est la corde qui devrait prendre la charge en premier. Et de toute manière il faut avoir une corde en backup parce que sinon si c'est les lingues qui se coupaient, ben on n'a plus rien. Mais effectivement c'est un bon point, si on n'a qu'un seul le brin, donc là, dans ce cas-là, si on avait un point qui lâchait ici, on a encore les lingues sur 2 points, donc finalement on est encore dans le cadre du standard. Par contre dans ce cas-là, non, dans ce cas-là on a une seule lingue qui passe là, ouais. Et dans les autres cas, si c'est les lingues qui est coupée, ben on reste sur 3 points avec la corde, donc c'est bon. Oups, j'ai perdu le truc, on était où? Ça on l'avait vu, ça on l'a vu. Celle-là, ça c'est un cas assez intéressant, j'ai envie de dire. Alors qu'est-ce qui se passe ici? On a un ancrage avec la tension sur les points qui sont à l'arrière, là il y en avait 3, le troisième on le voit à peine mais il est là. La tension, ici, et puis une élingue pour le backup, une élingue sur une plaquette. Alors maintenant, est-ce que le backup il est au-delà de 24 kN? Si par exemple on va dire cette manille elle lâche, et ben je vous laisse un peu de temps pour y réfléchir, mais je vais répondre maintenant. L'élingue elle est largement au-delà de 24 kN, ça y a pas de souci. Le maillon et la plaquette par contre c'est moins sûr. En général du matériel ça c'est du matériel qui. Enfin la plaquette surtout, elle va être normée pour 22 kN. C'est du matériel d'escalade. 22 kN c'est le minimum en escalade. Souvent elles sont au-delà, mais dans le doute, moi je considère que ceci n'est pas un backup acceptable. Sauf si c'est un point ultra béton, mais voilà. Je considère que ceci c'est pas un backup acceptable. Encore une fois, imaginons aller devoir faire un secours où il y a une personne qui est blessée sur la ligne et on est cette fois sur une élingue assez solide, mais on est que sur un seul point. En plus, on ne sait pas trop, genre si la. Bon là je vais chercher un peu loin, mais si jamais dans la pratique tout ça gigote, potentiellement ça peut desserrer la vis ici. Voilà. Normalement elles sont serrées à la clé, donc ça se passe pas. Mais voilà. Un ancrage pour rigoler un peu. Alors je sais pas si vous reconnaissez, ça c'était à Valoir. À Valoir on rig la double kill bill. Donc là on n'est pas du tout dans le cadre du standard ISA. Parce que bon la sangle c'est pas bon. On a un nœud dans le truc de la charge, mais en même temps avec la double kill bill on peut pas vraiment faire autrement. Mais surtout j'ai trouvé ça rigolo cet ancrage avec le petit brin de corde qui fait le backup. Voilà. On va avancer. Ah, ça va. Je pense pas qu'on va parler de ça en détail, mais je vais juste faire un petit aparté sur les redirections et les A-frames et tout ça. Bon là donc on a un cas d'ancrage plutôt moche. Il y a un mousqueton qui est tenu par un petit bout de ficellou sur un A-frame tout rouillé. C'est probablement très solide, mais genre j'arrive pas à savoir où est-ce que cette élingue qui tient le backup, la sangle de backup, elle est accrochée. J'ai juste eu la photo, j'ai pas vu cet ancrage, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Mais voilà, quand on voit des ancrages comme ça, on se dit que ouais, un standard c'est quand même pas mal. Et pour dire et je vais parler rapidement des redirections. Les redirections, et ben il faut. En fait, là il y a une différence entre redirection et point supplémentaire dans l'ancrage. Et c'est notamment au niveau de qu'est-ce qui se passe si la redirection elle lâche. Et ben, si quand on se dit quand la redirection elle lâche, il n'y a plus rien qui va, ça veut dire que c'est pas une redirection, ça veut dire que c'est une partie de l'ancrage. Si on se dit quand la redirection elle lâche, bon bah ça tombe au sol et c'est un peu. La redirection en fait si elle fait plutôt office de padding, et ben c'est pas un gros problème. Maintenant il faut faire gaffe à se dire que la sangle qui est devant va pas toucher un morceau de caillou. Et donc oui, j'ai pris cette photo là parce que là je me dis qu'il y a des chances que cette redirection elle lâche. Je sais pas à quoi je sais pas comment cette sangle bleue, cette cordelette bleue elle tient, mais voilà.
Donc on a vu surtout ce qui se passait là, je vais pas faire des détails sur ce qui se passe, au niveau de la sangle et des bananas et tout ça, parce que ça c'est principalement, c'est les standards de la sangle et puis après la sangle, bah, faut savoir l'installer, donc ça va être le standard du banana, faut suivre le manuel du banana et cetera. Donc ça on a vu, les différentes forces qu'il y a dans la ligne. On a dit que on voulait pas avoir plus de 12 kN sur la sangle principale, pas plus de 8 kN dans le cas d'un backup fall, que la charge de rupture d'un ancrage doit être au moins de 48 kN et que la charge de rupture restant dans un ancrage quand il y a quelque chose qui est cassé doit être au moins 24 kN. Alors là, vous remarquez peut-être que 8 x 3 ça fait 24, 12, non, bon, là, voilà, en gros, c'est tous les chiffres qu'on va trouver dans les standards de sécurité, ils sont là pour donner des facteurs de sécurité. Et ça varie un peu, c'est un peu bancal de se dire ah des fois c'est 3, des fois c'est 4, pourquoi c'est comme ça. Mais je vous prie de me croire que c'est un travail, ça a été un gros travail de faire ces standards. Euh, je sais plus si et que du coup bah il y a des fois on est en train de dire ça serait bien d'avoir un ratio de sécurité de 5 partout, mais après on se dit mais en fait on peut pas, dans la pratique il y a personne qui ring avec un ratio de sécurité de 5 sur sa main et sur son backup, donc en fait on a pris des ratios entiers mais en donnant des valeurs qui sont plus réalistes euh, et plus proches de la pratique. Bon là j'ai d'autres photos d'ancrage, là c'est un lien vers le truc des ancrages que je vous ai présenté juste avant. Voilà, donc là j'ai quelques photos de redirection, et donc bon là il y a un backup aussi qu'on voit pas, c'est la même corde verte qui fait un backup, mais voilà, toutes ces redirections elles servent plutôt à faire des paddings que à se dire euh, que à vraiment changer complètement l'ancrage. À savoir qu'il faut faire attention, par exemple là ma redirection on dirait qu'elle est accrochée, là elle est sur la photo qui est juste derrière, j'aurais dû la mettre devant, elle est accrochée à un arbre la redirection, ça voilà, c'est un truc qu'on essaie d'expliquer aux gens qui apprennent à riguer. Un arbre, c'est très bien pour faire une redirection, par contre si c'est tout l'arbre qui commence à tomber parce qu'il est en bord de falaise, et ben en fait ça met du poids en plus sur la sangle. Bon voilà, ça c'est juste un petit aparté encore. Parce que quand on parle de rigging, je sais pas pourquoi j'ai tendance à faire beaucoup d'apartés et à partir dans tous les sens. Alors Simon qui demande comment appréhender les chiffres concernant les tensions, sachant qu'on a rarement des appareils de mesure de la tension lors des installations. Alors ça c'est vrai, on a rarement des appareils qui mesurent la tension. Maintenant, sur les chiffres de tension, ce qu'on disait c'est pas plus de 12 kN dans la sangle. On est généralement... Enfin, la seule ligne que j'ai vue où il y avait plus de 12 kN dans la sangle, pour moi c'était une ligne de 2,7 km. Donc, et c'était à un moment où il y avait du vent. En vrai, les coefficients de sécurité qu'on va avoir dans la pratique en réel, ils sont beaucoup plus élevés parce que les forces sont beaucoup plus faibles que les forces maximales recommandées par les standards. D'un autre côté, si on veut estimer un peu la tension qu'on va avoir, ben, la tension à vide, on peut l'estimer à peu près en se disant on a tendu à tant de personnes en utilisant tel système. Donc on peut faire un petit calcul comme ça pour se dire probablement on a mis 150 kg de tension, ou probablement on a mis 200, ou je sais pas. Et ensuite, il existe un simulateur de backup fall qui permet aussi de simuler la tension lors d'un leash fall et tout ça, que j'ai créé, qui est sur le site de l'ISA. Donc si vous voulez estimer des choses comme ça, vous pouvez aller voir dessus. Après, effectivement, si on est dans un endroit où il n'y a pas internet ni rien, ben je sais pas trop. J'ai pas la réponse comme ça. Ah voilà, là une redirection qui mériterait presque de faire partie de l'ancrage, parce que si cette redirection elle lâche, en fait dans ce cas-là, toutes les lingues allaient passer par-dessus le caillou, frotter partout. Voilà, donc ça c'est
C'est un cas où on se demande est-ce que c'est une redirection, est-ce que ça devrait faire partie de l'ancrage. Quelques autres exemples d'ancrage que j'ai rajouté là-dedans. Ça c'est des exemples de trucs qui nous viennent des États-Unis. Aux États-Unis, ils aiment bien faire des ancrages avec des cordes comme ça, bon, qui ont l'air un peu compliqués, qui quand on s'y attarde un peu finalement sont pas si compliqués que ça. Par contre en termes de résistance et tout ça, j'avoue que je sais pas trop. En fait, ces ancrages, bon, celui en jaune ça va, mais celui en bleu c'est un truc un peu complexe, où on se demande qu'est-ce qui se passe si par exemple la corde elle est la couper ici. Bah, si la corde elle est coupée là où il y a le padding rouge là, c'est-à-dire que le nœud il va venir en buter dans les maillons. Euh, bon, voilà, c'est des cas d'ancrage qui ont leur intérêt, mais que pour moi, enfin c'est aussi une tentative de faire des ancrages qui s'égalisent dans toutes les directions. Euh, Moi je pense qu'un bon BFK c'est quand même toujours très bien. Bon, ça c'est plus de choses qui sont dans les standards, donc je pense qu'on va s'arrêter bientôt, donc je vais passer là-dessus rapidement. Et c'est comment dire, voilà, et puis là j'avais préparé des trucs si on avait plus de temps sur quel est le processus de certification des sangles et des bananas. Et là j'ai oublié de mettre, ah non, voilà, il y a encore des trucs. Et là j'ai oublié de mettre un merci à la fin, mais je pense que je vais arrêter la présentation là. Magie du montage, je peux dire merci.